Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Nous allons parler aujourd'hui de LeBron James, après un match plein de la part du quadragénaire. Le mec a été dans tous les bons coups. En défense, en attaque, au rebond, complet à la passe décisive également. On a vu un LeBron James qui a 40 ans, continue encore à nous bluffer. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons parler plutôt de l'aspect offensif, sa sélection de tirs. Il y a certaines tendances qui se dégagent et nous allons les analyser. Nous sommes conscients que après 2 matchs seulement, l'échantillon est un peu maigre, mais c'est tout ce que nous avons. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a des choses qui se répètent. Il y a des choses à garder, il y a des choses à améliorer et il y a des choses à éliminer. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Le premier match, LeBron James a joué 36 minutes et 15 secondes. Il a pris 18 shoots et n'a inscrit que 8 paniers, soit 44,4% de réussite. À 3 points, c'est 1 sur 5, soit 20% de réussite, assez catastrophique. Et au lancer franc, c'est 100%, 2 lancers francs inscrits sur 2. Il a pris 1 rebond offensif et 4 rebonds défensifs, pour un total, vous l'aurez compris, de 5 rebonds. Mais seulement 3 petites passes décisives. LeBron James ne nous avait pas habitués à pareille performance au niveau des passes décisives. Et ça, vous allez le voir que c'est dû à un certain nombre de tendances qui se répètent chez lui. Et je pense que l'une de ces tendances, c'est sa capacité à prendre le jeu à son compte, tant pour scorer que pour faire scorer. Cependant, LeBron a quand même enregistré 2 interceptions et a mis 3 contres, ce qui est assez impressionnant. Cependant, les 4 pertes de balles font tâche et malgré ses 19 points, il était à moins 22 en plus-minus. Donc cette performance de LeBron James est un peu à l'image de ce qui s'est passé dans cette rencontre, à savoir une domination totale de l'équipe des Wolves de Minnesota. Le Game 2 est bien meilleur. D'entrée, on sent que les Lakers vont pouvoir gagner ce match. L'intensité est différente, l'engagement est là et LeBron James se rend disponible. Il n'est plus aussi spectateur comme il a été lors du premier match. On le voit soit en poseur d'écran, soit en ball handler. Mais en tout cas, il est impliqué, il est à côté d'Austin Reeves ou à côté de Luka Doncic et il propose une solution. Et c'est par ce salut que passera le succès des Los Angeles Lakers. LeBron James va jouer dans ce deuxième match 39 minutes 37 secondes. Il va prendre 19 tirs, un de plus que le premier, et il va mettre 8 de ces 19 tirs, soit 42%, un peu moins bien que le premier match. Surtout, ce qui est inquiétant, c'est le 1 sur 5 au tir, et ce sont encore 20%, comme lors du dernier match. Là où les choses sont beaucoup plus intéressantes, c'est qu'il a plus de lancers francs. 2 fois plus de lancers francs que lors du premier match. Un 4 sur 4 bien tassé qui fait du bien à cette équipe des Los Angeles Lakers. LeBron James va aussi prendre 3 rebonds offensifs pour un total de 8 rebonds. Et là, on sent la domination au rebond entre lui et Luka Doncic. Il va aussi plus participer au playmaking puisqu'il va enregistrer 7 passes décisives. Il va voler un ballon. Et quel ballon? C'est ce ballon qui, à mon sens, va couper l'élan de l'équipe des Wolves qui était en train de revenir dans le match. Et Luka venait de perdre un ballon assez bêtement. Et LeBron James est parti récupérer la balle dans les mains du franchise player de l'équipe adverse. Et il va inscrire le panier qui, à mon sens, va sceller la victoire des Los Angeles Lakers. Si ça, ce n'est pas clutch, je ne sais pas ce qui est clutch. À côté de ça, il y a aussi eu un bloc, seulement 2 petites pertes de balles, soit 2 fois moins que lors du premier match. Il a inscrit 21 points et surtout, il avait un plus-minus de 9. Ça veut dire que LeBron James is back et les Lakers aussi. Quand LeBron James est comme ça, au four et au moulin, eh bien, les Los Angeles Lakers sont difficiles à battre.
D'une manière générale, j'ai remarqué lors du premier match des difficultés pour LeBron James à pouvoir driver. Je l'ai trouvé assez lent sur certaines actions. D'ailleurs, 2 de ses tirs ont été contrés sur un drive. Je pense que l'un par Rudy Gobert et l'autre par Naz Reid. Et d'une manière générale, il a été dépassé par la vitesse en défense des joueurs de Minnesota. Ça, c'était le premier match. Et lors du deuxième match, ça a été une toute autre histoire. Et c'est pour ça que ce travail d'analyse, s'il est nécessaire, il est à nuancer. Puisque d'un match à l'autre, on voit qu'il y a des choses qui sont déjà corrigées. D'une manière générale, on a dénoté une souffrance pour LeBron James lors du premier match, au-delà de la ligne à 3 points, et surtout en tête de raquette. On se rend compte qu'il a raté 4 shoots au-delà de la ligne à 3 points, et un autre que je pourrais considérer comme un long 2 points, mais le résultat dans les 5 cas est le même, 5 tirs ratés. Et c'est pour ça que je parle de souffrance dans cette zone du terrain. On va le voir également dans les graphiques du deuxième match. On retrouve un peu cette tendance lors du deuxième match. Il a quand même raté 2 tirs dans ce spot du côté gauche à 3 points et 2 autres de l'autre côté. Cependant, il a planté un excellent shoot à 3 points de cette tête de raquette et ça a donné beaucoup d'espoir à l'équipe des Los Angeles Lakers. Après, il est un peu retombé dans ses travers, mais d'une manière générale, on peut dire qu'il y a une souffrance au-delà de la ligne à 3 points et surtout dans ce spot ici qui est le sien où, en général, il domine les équipes adverses. D'une manière générale, le jeu de LeBron James penche légèrement à gauche. Mais son standard technique est tellement élevé dans cette zone qu'il a pu dominer pas mal d'équipes au cours de ses nombreuses années en NBA. On se souvient de ces années face à Toronto, les années où il traumatisait l'équipe du Canada. C'était l'époque de DeRozan, l'époque de Kyle Lowry. Ce côté gauche est extrêmement important pour LeBron James, même si dans son nouveau standard, il est plus dans cette zone-là. Il est plus un pivot de substitution quand Jackson Hayes n'est pas là. Du coup, il est beaucoup plus souvent dans cette zone-là. Cependant, cette zone constitue toujours son spot préféré et s'il rate un shoot sur 3, on considère que c'est presque un échec. Lors du premier match, il a raté un shoot dans ce spot et il en a réussi 2. Lors du match 2, il a multiplié les interactions dans cette zone-là et il a essayé de prendre le jeu à son compte en utilisant justement ce spot. Et on voit qu'ici, il a eu très peu de réussite. Ce sont 4 tirs ratés et 2 en tête de raquette réussis. Et ici, en plein cœur de la défense, c'est 50% de réussite. En tout cas, sur ce spot à gauche, même sur un excellent match comme celui de hier soir, il a raté quelques paniers clés. Au niveau des coins, on voit que LeBron James est devenu un joueur marginal dans ce secteur du jeu. Sur le premier match, c'est un seul shoot pris sur le coin gauche, réussi, et sur le coin droit, il est absent. Lors du second match, rebelote, on retrouve LeBron James absent totalement du côté gauche, dans le coin gauche, et il rate un tir dans le coin droit. Sinon, il n'est pas du tout exploité dans cette zone du terrain. En général, c'est Rui Hachimura qui se trouve ici, ou alors Dorian Finney-Smith. Mais LeBron James étant en souffrance en tête de raquette, peut-être qu'il devrait multiplier les zones d'intervention sur le terrain. Comme on vient de le voir, le jeu de LeBron James penche légèrement à gauche. Et avec sa nouvelle reconversion, il est plus un joueur intérieur qu'un joueur extérieur, sauf pour la partie en tête de raquette, où là, il souffre un petit peu. Ceci explique pourquoi, au cours de ses playoffs, il est à 2 sur 10, soit 20% de réussite seulement à 3 points. Il est à noter qu'un tel pourcentage n'est pas viable pour les Los Angeles Lakers, mais que de toute façon, tout ça est beaucoup trop tôt pour qu'on puisse tirer des conclusions hâtives. En tout cas, il va falloir continuer à suivre cette évolution. LeBron James doit retrouver sa souveraineté dans son spot en utilisant son fadeaway. Il faut que son shoot en tête de raquette revienne. Et surtout, suggestion, il faut qu'il occupe les 2 coins, droit et gauche du terrain pour multiplier, pour varier sa capacité à attaquer cette défense des Minnesota Timberwolves. Vous savez qu'en NBA, en période de playoff,
tout le monde sait ce que tout le monde fait. Les équipes connaissent les tendances des joueurs. Et voir que LeBron James penche légèrement à gauche dans sa manière d'attaquer l'équipe adverse, c'est quelque chose qui, à mon sens, est déjà dans le viseur de l'équipe de Minnesota. Une équipe qui, pour rappel, est l'une des meilleures défenses de la NBA. Voilà, c'en est terminé pour cette émission consacrée à LeBron James, le patron de l'ombre des Los Angeles Lakers, qui accepte son rôle, qui met l'accent en défense, qui prend les choses en main dans le money time, un joueur complet, le meilleur basketteur que j'ai jamais vu, peut-être le meilleur sportif que j'ai jamais vu. En tout cas, le plus performant à 40 ans. On reviendra pour d'autres aspects du jeu que nous allons continuer à analyser sur cette chaîne. Je vous laisse en espérant que vous vous êtes abonné à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, que vous m'avez mis le petit pouce bleu parce que vous avez aimé cette vidéo. Vous avez mis quelques commentaires pour alimenter la dynamique de la communauté. Et enfin, que vous avez partagé cette vidéo afin que d'autres personnes puissent la voir. Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao.